6 heures. C'est exactement le temps qu'ont duré les cris qui sortirent d'un appartement dans un quartier chic d'Anvers. Un 0. C'est le nombre d'appels qui sont arrivés à la police pendant ce temps. Ce contraste semble impossible même après des années. Comment une ville avec des milliers d'yeux et d'oreilles peut-elle garder le silence cette nuit-là, alors que derrière un mur se déroulait un véritable cauchemar? La maison où tout s'est passé se trouvait dans le quartier Zurenborg, un endroit où la vie se déroule paisiblement et respectablement. De vieilles villas art nouveau, des balcons soignés, de hauts plafonds et des murs minces à travers lesquels on pouvait entendre presque tout. Les résidents de ce quartier étaient habitués aux conversations des voisins, aux rires des enfants et au tintement des verres lors des fêtes. Les experts confirmeraient là plus tard. L'acoustique du bâtiment était telle que même une dispute ordinaire et bruyante dans un appartement s'entendait clairement à travers le mur dans un autre. Cela signifie que ceux qui étaient prêts ont dû l'entendre. Les déclarations des résidents confirmèrent plus tard l'évidence. Oui, il y a eu des bruits. Quelqu'un les a pris pour la dispute d'un couple d'amoureux. Quelqu'un d'autre a décidé que c'était une fête trop bruyante. Plusieurs personnes ont admis avoir été réveillées par les cris, mais après s'être tournées de l'autre côté, elles se sont rendormies. Et ce n'est qu'au matin, quand il était déjà trop tard, qu'il est devenu clair. Derrière le mur, il n'y avait pas de scandale ni de banquet bruyant. Là, une personne mourait. Le fait reste le fait. La nuit s'est prolongée et pas un seul appel n'est arrivé au centre d'urgence. Et voici la question principale avec laquelle commence cette histoire. Qui était la victime et pourquoi toute la maison a-t-elle agi comme si elle n'entendait rien? La réponse à cela nous mène à Elisa Van Doorn, une jeune femme dont la vie s'est terminée cette nuit-là quand l'indifférence de ses voisins fut plus forte que ses cris. Elisa Van Doorn. Quand on prononce ce nom, il est difficile de le connecter immédiatement avec l'horreur de cette nuit. Car tout ce dont se souviennent ses proches, c'est la lumière, les sourires et le talent. Le contraste entre sa vie et sa mort est si grand que c'est précisément là que surgit la question principale. Comment une telle personne a-t-elle pu devenir le centre d'un cauchemar? Elisa avait 24 ans. Elle était née à Anvers, dans une famille ordinaire. Le père était ingénieur, la mère enseignante. Dès l'enfance, elle se sentait attirée par la beauté. Pendant que ses camarades de classe jouaient à des jeux sur téléphone, elle dessinait des boucles d'oreilles et des bagues dans les marges de ses cahiers. À 15 ans, elle a gagné pour la première fois un concours local d'art appliqué et à partir de ce moment, son chemin sembla tracé. Des études à l'Académie des Beaux-Arts, les premières commandes sérieuses, des publications dans des magazines de design. Sur les réseaux sociaux, sa page ressemblait à une vitrine. Des dizaines de photos de bijoux faits à la main. Il n'y avait pas de vantardise, seulement du travail et des yeux brillants. J'ai travaillé 3 semaines sur ces bagues et elles ne sont toujours pas parfaites, écrivait-elle sous l'une de ses publications. Les amis plaisantaient qu'on ne pouvait la trouver que dans 2 états, soit dans l'atelier avec une loupe et un fer à souder, soit avec un verre de vin avec ses proches. Elle vivait dans le quartier Zurenborg, dans un appartement lumineux de 2 pièces au dernier étage. La maison était ancienne, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Les voisins la décrivaient comme polie et ouverte. Elle saluait toujours, souriait toujours. Personne ne pouvait se souvenir d'un seul conflit dans lequel elle aurait été impliquée. Au moment de sa mort, Elisa se trouvait au sommet de sa carrière. Elle fut invitée à un stage dans une maison de joaillerie renommée de Paris, une offre dont rêvaient des centaines de jeunes designers. Elle avait déjà rassemblé ses documents, parlait avec une amie d'un appartement et faisait des plans pour l'automne. Il semblait que tout ne faisait que commencer. C'est précisément là que résidait le paradoxe tragique. Une vie qui prenait de l'élan fut terminée abruptement et sans sens. Aucune insinuation, aucun avertissement. Le vendredi soir, Elisa se préparait pour un concours important, écrivait des messages à des amis, postait des photos de nouveaux designs. Et 2 jours plus tard, son père, inquiété par le silence,
ouvrirait la porte de son appartement et serait confronté à une vue qu'il n'oublierait jamais. Mais jusqu'à ce moment, il y avait encore du temps. La soirée du vendredi, quand elle rencontra ceux qui vinrent lui rendre visite, semblait ordinaire. Personne n'aurait pu soupçonner que précisément ces invités seraient sans la raison de 6 heures d'horreur que toute la maison entendit, mais que personne n'arrêta. Le samedi soir, le téléphone d'Elisa se tut. Pour ses amis, c'était inhabituel. Normalement, elle répondait presque immédiatement, même si elle travaillait sur des designs. Mais ce soir-là, ses messages restèrent non lus. Et le dimanche matin, l'inquiétude chez une personne se transforma en désespoir chez son père. Il appela encore et encore. Pas une seule réponse. Au début, il pensa que sa fille était simplement occupée. Elle aurait pu aller chez une amie ou être restée plus longtemps à l'atelier. Mais plus le silence durait, plus son cœur se serrait. Le dimanche soir, il ne put plus tenir et alla la voir à Zurenborg. La maison où elle vivait était silencieuse et familière. Une entrée soignée, des voisins qui revenaient avec leurs achats. De l'extérieur, aucun signe de malheur. Mais derrière la porte de l'appartement, régnait un silence mortel. Il sonna, frappa à la porte. Pas de réponse. La porte était fermée. Il n'y avait pas de trace d'effraction. La serrure était à ressort. On pouvait la fermer de l'extérieur sans utiliser de clé. Cela expliquait comment les auteurs avaient quitté l'appartement sans laisser de traces d'effraction. L'homme appela alors le service d'urgence. 20 minutes plus tard, les pompiers et la police étant sur le palier. Les voisins sortirent de leurs appartements, se regardèrent, mais personne ne dit rien. Quand la porte fut forcée, la première chose qui attira l'attention fut le désordre. Au sol, il y avait des affaires, une chaise renversée, des croquis jetés. Dans le salon, ils la trouvèrent. Elisa. Son corps gisait au sol, à côté des traces d'une lutte. Déjà là, c'était clair. Ce n'était pas un accident ni une maladie soudaine. Le médecin légiste établirait plus tard de nombreuses blessures typiques d'un mauvais traitement prolongé. Pour le père, ce jour devint une césure, après laquelle tout changea. Il resta debout dans le couloir et comprit. Celle qui hier encore faisait des plans pour l'avenir ne lui ouvrirait plus jamais la porte. La police établit les premiers procès-verbaux le soir même. L'affaire fut immédiatement classée comme meurtre avec circonstances aggravantes. Dans l'appartement, ni le portefeuille d'Elisa ni quelques bijoux ne furent trouvés. À première vue, cela ressemblait à un vol, mais les détails pointaient vers autre chose. Sa dernière soirée avait été trop longue, les traces de mauvaises intentions trop évidentes. Ainsi commença une enquête qui très bientôt pointerait vers des personnes inattendues et poserait la question principale. Qui était avec Elisa dans les dernières heures de sa vie? La première chose qui déconcerta les enquêteurs lors de l'examen de l'appartement fut la serrure. Aucune trace d'effraction, aucun dommage à la porte. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Celui qui avait passé les dernières heures d'Elisa avec elle n'était pas entré par la force. Il avait été admis volontairement. Les conclusions ultérieures des criminalistiques rendirent l'image encore plus cruelle. Le médecin légiste établit l'heure de la mort, le petit matin du 16 octobre. Mais le plus important n'était pas la date, mais les détails. Le type de blessures montrait qu'elles avaient été infligées graduellement sur une période de 5 à 7 heures. Cela signifiait que la nuit pour Elisa était devenue une torture agonisante et ses cris n'avaient pas été un éclat bref, ils avaient duré des heures. La police documenta des traces de lutte dans le salon et dans la cuisine, des chaises renversées, un verre cassé, des croquis déchirés. Au sol, des gouttes de sang qui menaient vers différentes pièces. Et tout cela, bien que la porte d'entrée soit restée intacte. Ce n'était pas une agression casuelle dans la rue, ni une irruption soudaine. L'atmosphère de l'appartement parlait d'autre chose. Ici avaient été des personnes qu'Elisa connaissait. Les experts établirent séparément. Les traces de torture n'avaient pas un caractère spontané.
quelqu'un avait intentionnellement prolongé sa souffrance. Cela réfutait la première théorie d'un simple vol. Oui, de l'appartement avaient disparu quelques bijoux et son portefeuille, mais les objets n'étaient pas le plus important. Tout semblait comme si l'objectif était autre. Humilier, briser, détruire. Et à nouveau, l'attention se dirigea vers la porte. S'il n'y avait pas eu d'effraction, il ne restait que 2 possibilités. Soit Elisa avait laissé entrer ses futurs meurtriers elle-même, convaincus qu'ils étaient Chua des connaissances, soit ils avaient une clé. Les 2 versions menant dans une direction. La recherche dans le cercle le plus proche. À partir de ce moment, l'enquête se concentra non pas sur des voleurs anonymes, mais sur ceux qui étaient proches d'Elisa. Et le premier qui tomba dans le viseur fut un homme dont le nom revenait souvent dans son entourage, son ex-petit ami Lucas. Quand les enquêteurs parlaient encore des premières théories, le nom de Lucas apparut presque immédiatement. C'était trop évident. Un ex-petit ami, une rupture douloureuse, de la rancune et de la jalousie. Dans les affaires classiques de true crime, une telle figure apparaît en premier, l'ex-jaloux. Et aux yeux de la police, il ressemblait exactement à quelqu'un qui aurait pu entrer sans résistance dans l'appartement d'Elisa. Lucas avait le même âge qu'Elisa. Il travaillait dans une petite entreprise informatique, faisait du travail en freelance, aimait les fêtes et la musique rock. Leur relation avait duré presque 2 ans, et au début, tout semblait sérieux. Mais avec le temps, des fissures s'accumulèrent entre eux. Elisa consacrait de plus en plus de temps à son travail et aux compétitions, et Lucas ne pouvait pas accepter que sa petite amie ait une reconnaissance et des succès qu'il n'avait pas. Sa jalousie s'exprimait dans les petites choses, commentaires mécontents sous ses photos, blagues mordantes sur le glamour et le faste. Scène quand elle rentrait tard de l'atelier. La rupture eut lieu 6 mois avant la tragédie. Elisa décida qu'elle ne voulait plus vivre dans des disputes constantes. Lucas le prit mal. Les amis se souvenaient qu'il essayait de la reconquérir, écrivait de longs messages. Une fois même vint chez elle avec des fleurs, mais elle avait déjà dit non, définitivement. Pour les enquêteurs, tout cela ressemblait à un motif tout fait. Un ex blessé qui aurait pu décider que si elle n'était pas avec lui, elle ne serait avec personne. Lucas fut convoqué pour le premier interrogatoire. Le jeune homme vint de lui-même, sans avocat, avait l'air confus, mais pas effrayé. Il expliqua immédiatement « Je n'ai rien à voir avec ça ». Selon ses mots, dans la nuit de vendredi à samedi, il était seul chez lui. Il avait regardé une série, surfé sur Internet, et puis s'était endormi. À la question de savoir qui pouvait le confirmer, il haussa les épaules. Personne. Ces mots ne pouvaient pas être vérifiés. Pour les enquêteurs, c'était un alibi faible. Pas de témoins, pas de caméra à l'entrée de sa maison, pas de voisins qui auraient vu de la lumière à ses fenêtres. Tout ce que Lucas savait, c'était ses propres mots. Ainsi, Lucas devint le premier et principal suspect. Mais bientôt apparaîtraient 3 des détails qui bouleverseraient cette version et indiqueraient des personnes complètement différentes. Pendant que les enquêteurs vérifiaient l'alibi de Lucas, parallèlement commença un interrogatoire des résidents de l'immeuble. Et là se révéla un détail qui choqua même des criminologues expérimentés. Presque tous les voisins avaient entendu quelque chose cette nuit-là, mais personne n'avait appelé. Dans les protocoles sont conservées des citations textuelles. Un homme d'un étage inférieur dit « Oui, il y avait des voix fortes, mais j'ai pensé que c'était une fête. Les jeunes font parfois du bruit. » Une femme de l'appartement d'en face admit « Vers minuit, j'ai entendu une femme pleurer. Mais ensuite, la musique s'est allumée et j'ai pensé que tout était fini. » Un autre témoin ajouta « Je me suis réveillé à cause de cris. Mais j'ai pensé qu'un couple se disputait. Ça arrivait déjà chez nous avant. » Ces réponses se combinèrent en un tableau effrayant. Il y avait des bruits. Différentes personnes à différents étages les avaient entendus. Mais chacun trouva pour lui-même une explication commode. Quelqu'un ferma la fenêtre,
Quelqu'un mit des écouteurs. Quelqu'un se dit simplement « ça ne me regarde pas ». Au tribunal, ce fait devint plus tard l'objet d'une discussion séparée. Les experts confirmèrent. L'acoustique de l'immeuble ne laissait aucun doute que les voisins avaient réellement entendu quelque chose. Mais personne ne perçut ce qui se passait comme un signal de danger. Les psychologues expliquèrent cela par l'effet de diffusion de responsabilité. Plus il y a de personnes présentes, moins chaque individu se sent personnellement obligé d'intervenir. Pour les enquêteurs, cela signifiait une impasse. Il y avait des bruits, il y avait des témoins, mais aucun d'eux n'avait vu le visage de celui qui était entré ou sorti de l'appartement d'Elisa. Personne ne pouvait dire exactement quand les cris avaient commencé et quand ils s'étaient arrêtés. Tout se fondait dans des formulations générales, tard le soir, quelque part après minuit. Au lieu de clarté, le tableau ne devint que plus sombre. C'était évident, Elisa mourut pendant des heures, tandis qu'autour d'elle, des dizaines de personnes continuaient leur vie habituelle. Mais si ce n'était dit à pas les voisins et pas Lucas, qui était dans son appartement? La réponse à cette question, les enquêteurs commencèrent à la chercher dans le cercle le plus proche, parmi les amis et collègues, et c'est exactement là qu'apparut un nom qui devait faire tourner l'affaire. Parmi les personnes convoquées pour interrogatoire se trouvait aussi Lena Klarz, la meilleure amie d'Elisa. Aux funérailles, elle pleura plus fort que tous les autres, embrassa les parents et répétait « Nous étions comme des sœurs. Je ne peux pas le croire. » Aux yeux des autres, Lena semblait un exemple parfait de chagrin. Mais c'est exactement dans de tels moments que les enquêteurs écoutent avec une attention particulière les mots. Lors du premier interrogatoire, Lena raconta qu'elle avait effectivement rendu visite à Elisa le vendredi après-midi. Prétendument, elle voulait la soutenir avant la compétition et simplement passer du temps avec elle. Selon ses mots, elles avaient bu du café, parlé de projets. Et après, Lena était partie. Le soir, selon elle, elle était avec son petit ami Marco au cinéma. Tout sonnait crédible, jusqu'à ce qu'on lui demande de donner des détails. À la question de savoir quel film ils avaient vu, Lena devint visiblement nerveuse. D'abord, elle dit que c'était une comédie. Quelques minutes plus tard, elle mentionna un drame. Dans le protocole fut noté, le témoin fait des déclarations contradictoires sur le titre du film. Cette petite chose semblait insignifiante. Mais pour un enquêteur expérimenté, c'est exactement ce genre de lapsus qui sont des signaux. De plus, ses émotions semblaient exagérées. Des larmes en public, des mots sur le fait que la vie avait perdu son sens, et puis des réponses sèches, presque apprises par cœur aux questions de l'enquêteur. Le contraste était frappant. Pour les parents d'Elisa, Lena restait un soutien. Mais aux yeux de la police, elle se transformait graduellement en une figure qui nécessitait une vérification. Car si Elisa avait elle-même laissé entrer son meurtrier dans la maison, il était logique de supposer c'était quelqu'un du cercle proche. Et qui est plus proche qu'une amie avec qui on a étudié, travaillé et partagé des secrets? Ainsi, le chagrin de Lena acquit une autre nuance, celle de la suspicion. Les enquêteurs pensèrent pour la première fois peut-être que derrière les larmes se cache une vérité complètement différente. C'est exactement à partir de ce moment que commença le tournant dans l'affaire. Bientôt entreraient en jeu les caméras de surveillance et les billets de cinéma, et c'est exactement eux qui feraient passer Lena et Marco de la catégorie des témoins à celle des suspects. Les enquêtes étaient bloquées, jusqu'à ce qu'apparaisse un détail apparemment fortuit. Parfois, ce sont de telles petites choses qui font s'effondrer des alibis soigneusement construits. Lors d'un nouvel interrogatoire des résidents, une voisine âgée du 3e étage attira l'attention des policiers. Lors du premier interrogatoire, elle avait dit qu'elle n'avait rien vu, seulement entendu des bruits vagues qu'elle avait pris pour une fête bruyante. Mais quelques jours plus tard, elle demanda elle-même une autre conversation. Ces mots devinrent un véritable tournant. La femme confessa « Vous savez, je me suis souvenu de quelque chose. Cette nuit-là, déjà tard, quand je sortais les poubelles,
J'ai vu Lena et Marco sortir de l'entrée. Ils allaient vite, presque en courant. Lena tenait un sac et Marco regardait autour de lui. Ça m'a semblé étrange, mais je n'y ai pas attaché d'importance. Ce souvenir s'avéra décisif. Le moment que mentionna la voisine, vers 2h30 du matin, tombait dans la période où Elisa, selon le médecin légiste, était encore vivante. Et le plus important, les mots de la femme réfutaient complètement l'alibi de Lena. Car lors de l'interrogatoire, elle avait affirmé avoir passé toute la soirée et toute la nuit avec Marco au cinéma. Les enquêteurs vérifièrent cette version immédiatement. Après que l'alibi du cinéma se soit effondré, les enquêteurs demandèrent un mandat de perquisition. Et il y avait plus. Le protocole du cinéma montra « Leur billet n'a pas été scanné. Le système n'enregistrait aucune entrée. » Pour la police, ce fut la première vraie percée. Avant, tout s'était basé sur des suppositions. Un ex-petit ami avec un alibi fragile, des voisins avec des déclarations générales. Et maintenant, il y avait un témoin concret qui avait vu Lena et Marco au moment critique. Ces mots n'étaient pas seulement une pièce à conviction, ils changèrent toute la direction des enquêtes. Lena, qui peu avant semblait une amie en deuil, se transforma soudainement en une figure sur laquelle se concentraient tous les moments de suspicion. Après cela, se referma le cercle autour de leurs adresses. C'est exactement là que les enquêteurs trouveraient ce qui ne pouvait plus s'expliquer comme une coïncidence. Des objets qui la reliaient directement à l'appartement d'Elisa et à sa dernière soirée. Quand la police décida de vérifier l'alibi de Lena et Marco, tout semblait convaincant. Dans la base de données du cinéma était effectivement enregistré un achat de billets, 2 places pour la séance du soir, payées avec la carte de Marco. À première vue, une preuve indiscutable qu'ils étaient là et non dans l'appartement d'Elisa. Il semblait que les soupçons pourraient se dissiper dans l'air. Mais alors commença une vérification qui détruisit ce tableau cohérent. Les enquêteurs demandèrent les enregistrements vidéo des caméras à l'entrée et dans le hall du cinéma. C'est une procédure de routine, mais c'est exactement cela qui fut décisif. Les enregistrements avaient été conservés pour toute la durée de fonctionnement de la salle ce soir-là. Et voici le paradoxe. Les billets avaient été achetés, mais Lena et Marco eux-mêmes n'étaient pas visibles sur les enregistrements. Les experts passèrent en revue chaque minute. Les caméras capturèrent tous les visiteurs qui venaient, qui partaient, qui restaient à la billetterie. Sur les bandes, il y avait des dizaines de visages, mais ni Lena ni Marco ne s'y trouvaient, ni au début de la séance, ni pendant, ni après. Ce fait fut un choc froid pour les enquêteurs. Maintenant, c'était clair. Le couple avait acheté les billets à l'avance pour se protéger, mais n'était jamais allé au cinéma. Leur alibi s'était effondré. Ce détail fut étayé par un autre point technique. Les données de géolocalisation du téléphone de Marco. Le vendredi soir, son portable n'était pas actif près du cinéma, mais près de Zurenborg, exactement là où se trouvait l'appartement d'Elisa. Toutes les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. La voisine âgée qui les avait vues à l'entrée la nuit. L'ensemble des caméras extérieures confirma leur présence dans le quartier de Zurenborg. Et maintenant, les billets qui n'existaient que sur papier, mais pas dans la réalité. Pour la police, cela signifiait une chose, un mensonge. Et pas accidentel, mais soigneusement préparé. Lena et Marco avaient essayé de créer une illusion, mais grâce à l'expertise et aux caméras, elle s'effrita. Exactement après cela, les enquêteurs décidèrent de la prochaine étape, une perquisition de leur appartement. Ce qu'ils y trouveraient ferait passer définitivement l'affaire de soupçon à accusation. Après que l'alibi de Lena et Marco se soit effondré, les enquêteurs revinrent au premier suspect, Lucas. Sa figure semblait trop bien correspondre au début. Ex-petit ami, séparation difficile, l'incapacité d'accepter les succès d'Elisa. Mais pour accuser, on a besoin de faits, pas d'émotions. Une demande à la compagnie de téléphonie mobile donna la réponse définitive. Le téléphone de Lucas était resté toute la nuit dans la zone du Wi-Fi domestique.
Le signal fut enregistré de manière stable, sans interruption, de 8 heures du soir jusqu'au matin. Cela signifiait qu'il n'avait pas quitté l'appartement. La version selon laquelle il aurait pu être dans la maison d'Elisa s'effondra définitivement. Les enquêteurs analysèrent aussi les historiques de chats. Ce soir-là, Lucas était effectivement en ligne. Les messageries enregistrèrent des activités tard le soir, puis une pause jusqu'au matin. Pas de sortie, pas de contact suspect. La jalousie subjective ne comptait plus. Pour la police, ce fut un argument solide comme le roc. Lucas n'avait rien à voir avec ça. Et cela bouleversa le cours de l'enquête. Car si l'ex-petit ami était exclu, il ne restait qu'une piste, Lena et Marco. Leur faux alibi avec les billets, la voiture qui fut vue dans une rue voisine, la déclaration de la voisine et maintenant, le contraste avec l'alibi étanche de Lucas. Toutes les flèches pointaient exactement vers eux. Dans les documents officiels apparut alors la définition décisive, figure principale de l'affaire, Lena Klaas et Marco Pieters. Après que Lucas fut exclu, toutes les flèches pointèrent vers Lena et Marco. Ce que les policiers trouveraient derrière la porte à Borgerhout ne pouvait plus s'expliquer par le hasard ou des erreurs de mémoire. Ce seraient des preuves directes. Quand l'ordre de perquisition fut signé, les enquêteurs avaient déjà une image des motifs. Mais pour comprendre pourquoi précisément Lena et Marco n'étaient pas capables de quelque chose comme ça, il fallait regarder dans leur passé. À l'extérieur, Lena semblait être une amie fidèle d'Elisa. Elles avaient étudié ensemble à l'Académie d'art, participé ensemble à des concours. Sur les réseaux sociaux se trouvaient des dizaines de photos où elles s'embrassent, rient et signent des publications avec « Nous sommes une équipe ». Mais derrière cette façade se cachait une autre réalité. Lena voulait aussi être designer, elle rêvait aussi de percer. Mais elle restait presque toujours la deuxième. Quand Elisa recevait une récompense, Lena devait se contenter d'un diplôme de participation. Quand Elisa signait un contrat, Lena restait en liste d'attente. Le dernier coup survint une semaine avant la tragédie. Un stage prestigieux dans une bijouterie parisienne. Toutes deux avaient copostulé, toutes deux arrivèrent en sélection finale. Mais seule Elisa reçut l'offre. Pour Lena, ce ne fut pas seulement une déception. Ce fut le point où le vase déborda. Marco, son petit ami, jeta de l'huile sur le feu. Le jeune homme avait un passé turbulent. Intervention policière pour bagarre, plaintes de voisins pour fêtes bruyantes, conflits au travail. Il était emporté, facilement irritable et résolvait souvent les problèmes avec les poings. Exactement cette connexion, les ambitions de Lena et l'agression de Marco s'avéra mortelle pour Elisa. Maintenant, les enquêteurs avaient un motif nouveau, beaucoup plus important que la jalousie d'un ex-petit ami. C'était l'envie, toxique, accumulée pendant des années, amplifiée par un sentiment d'injustice. Lena ne pouvait pas supporter que sa meilleure amie devienne la personne qu'elle voulait être elle-même. Pour la police, ce fut une découverte importante. L'affaire n'était plus seulement une agression à des fins d'enrichissement. Elle prit un caractère personnel. Et de tels motifs sont toujours les plus dangereux. Ils ne suivent aucune logique. C'est exactement à leur adresse que les enquêteurs s'attendaient à trouver des confirmations pour ces conclusions. Quand la perquisition produisit les premières découvertes, Lena et Marco furent convoqués pour un nouvel interrogatoire. L'atmosphère dans le bureau était déjà différente. S'ils se sentaient auparavant plutôt comme des témoins, ils s'assirent maintenant face à l'enquêteur comme figure principale de l'affaire. Au début, tout sonna familier. Lena répéta l'histoire qu'ils étaient allés au cinéma. Marco hocha la tête et confirma ses paroles. Mais cette fois, l'enquêteur avait un atout. Il posa une impression sur la table. Enregistrement vidéo des caméras du cinéma. Vos visages ne se trouvent pas parmi les visiteurs. À ce moment, leur comportement changea brusquement. Lena devint pâle et se tut. Marco se tendit, croisa les bras devant la poitrine et dit seulement une chose. « Sans mon avocat, je ne dis rien. » 5 minutes auparavant, ils avaient défendu leur alibi avec confiance.
Et maintenant, tous deux étaient assis en silence, comme si la déclaration de l'enquêteur avait fait tomber une plaque de béton sur eux. Dans le procès-verbal est conservée une note sèche. Les suspects refusent de témoigner sans la présence d'un défenseur. Pour l'enquête, ce fut une confirmation indirecte mais forte. Les gens qui ont la pure vérité de leur côté ne se cachent pas si abruptement derrière le silence. À partir de ce moment, Lena et Marco cessèrent définitivement d'être des témoins. L'enquête entra dans la phase décisive, sécuriser les preuves qui les relieraient à l'appartement d'Elisa et aux événements de la nuit de vendredi à samedi. La perquisition de l'appartement de Lena et Marco fut le moment où les enquêtes passèrent des suppositions aux faits. Auparavant, la police n'avait que des preuves indirectes. Caméra, la déclaration de la voisine, un faux alibi. Mais maintenant, il fallait trouver quelque chose qui ne pouvait pas être contesté. L'appartement se trouvait à Borgerhout, un quartier plus simple et plus bruyant que Zurenborg. Les policiers le décrivirent comme un appartement ordinaire de jeunes gens. Affaires éparpillées, bouteilles vides dans la cuisine, un lit défait. Mais derrière le chaos quotidien se cachait ce qui allait devenir décisif dans l'affaire. Dans l'une des armoires, les enquêteurs trouvèrent un dossier avec des dessins. Au premier regard, des croquis ordinaires de bijoux, mais les experts reconnurent immédiatement l'écriture. C'étaient des travaux d'Elisa qu'elle avait postés sur les réseaux sociaux et montrés lors de concours. La question était, que faisait-il chez Lena ? La réponse était évidente. L'ami les avait volés. Et il y eut plus. Dans le couloir, entre les chaussures, se trouvait une paire de chaussures de femme. Ordinaire, claire, légèrement usée. Mais au talon d'une chaussure, ils remarquèrent une minuscule tache brune, si petite qu'on aurait pu la prendre pour une goutte de saleté séchée. L'enquêteur sécurisa la découverte et l'envoya pour examen. Quelques jours plus tard, le résultat fut décisif. L'ADN appartenait à Elisa Van Dorn. Cela ne pouvait pas être un hasard. Des traces de son sang se trouvaient sur les chaussures de l'ami qui jurait n'avoir pas été dans l'appartement cette nuit-là. En un instant, tous les doutes disparurent. Lena et Marco n'avaient donc pas seulement menti. Ils avaient été là. Et leur faux alibi se transforma définitivement en preuve contre eux. Pour la police, ce fut une percée. Plus besoin de suppositions, il y avait des preuves irréfutables. L'étape suivante consistait à étayer cette chaîne de preuves par des déclarations. Sous la pression des faits, l'un d'eux devait parler. Quand l'examen confirma que le sang sur les chaussures appartenait à Elisa, les enquêteurs surent que l'heure de la pression était venue. Lena et Marco furent à nouveau mis face à face dans une pièce. Cette fois, sur la table se trouvèrent des photos des preuves, les croquis, les chaussures, l'expertise de l'expert. Lena resta immobile et fixa un point. Son visage était comme pétrifié. Elle ne répétait que « Je ne dis rien sans mon avocat », comme si c'était une stratégie répétée à l'avance. Mais à côté d'elle, Marco ne tint pas le coup. D'abord, il soupira lourdement, puis se frotta les mains sur le visage, et finalement, parla. Ces paroles sont consignées dans le procès-verbal. Nous sommes venus pour parler. Lena était hors d'elle à cause de ce stage. Elle a commencé à crier sur Elisa, l'a accusée d'avoir volé ses idées. J'ai essayé de les séparer, mais alors j'ai perdu le contrôle. J'ai frappé Elisa. À partir de ce moment, les aveux coulèrent sans interruption. Marco raconta comment la dispute se transforma en maltraitance, comment Lena exigea que son amie la reconnaisse comme la meilleure et l'obligea à signer des papiers avec l'inscription « Je vole des idées d'autrui ». Il admit avoir donné des coups, avoir maintenu Elisa pendant que Lena lui criait au visage. Cela dura des heures. Nous avons bu du vin. Nous nous sommes disputés à nouveau. Nous sommes revenus sur elle encore. Je voulais partir, mais Lena ne le permit pas. Elle dit « Maintenant tout est fini. Si nous partons, elle racontera tout. » À la fin,
Marco dit la phrase qui mit le point final. « Je l'ai fait de mes mains. » Mais tout a commencé avec elle. Elle m'a poussé. Elle a dirigé. Sans Lena, cela ne serait pas arrivé. Le protocole enregistra entièrement les aveux. Pour les enquêteurs, ce fut un tournant. L'un des impliqués avait non seulement admis sa propre culpabilité, mais aussi le rôle de Lena comme instigatrice. Maintenant, les preuves et les paroles concordaient. Devant le tribunal ne se trouvait plus un couple de témoins, mais deux accusés qui risquaient la prison à vie. Le reste était maintenant entre les mains du tribunal. Rendre un jugement et donner à la société des réponses aux questions qu'elle s'était posées depuis le début. Comment l'envie et le silence des voisins avaient ensemble mené à un enfer de 6 heures derrière un mur. Les aveux de Marco donnèrent aux enquêteurs la clé de la partie la plus terrible, la reconstitution de cette nuit. Auparavant, la police n'avait que des fragments, des bruits derrière le mur, des déclarations de voisins, le comportement étrange de Lena, des traces de sang. Mais seules ces paroles permirent de reconstituer les événements presque minutieusement et de combler le plus grand vide. Les 6 heures qui transformèrent l'appartement de Zurenborg en un lieu de torture. La soirée du 15 octobre commença comme un vendredi ordinaire. Elisa était chez elle, se préparant pour un concours et révisant ses croquis. Quand Lena et Marco sonnèrent à la porte, elle ouvrit sans hésiter. Lena était considérée comme sa proche amie et la jeune fille n'attendait aucun danger. Ils vinrent avec une bouteille de vin, comme s'ils voulaient simplement passer du temps ensemble. Mais la conversation prit une mauvaise tournure dès le début. D'abord, il fut question du travail. Lena se rappela le stage prestigieux à Paris qu'Elisa avait obtenu. Ses paroles sonnaient amères et progressivement sa voix devint plus forte. Elisa essaya de calmer les eaux, d'expliquer que chacun de ses succès avait été mérité par un travail acharné, mais la tension grandit. L'atmosphère dans l'appartement s'échauffa. Quand la dispute devint plus forte, Marco ne put plus le supporter et s'en mêla. D'abord ce fut un geste d'irritation, puis une explosion. Le chaos éclata dans l'appartement. Sur le sol gisaient des éclats de verre, sur la table des croquis froissés, des traces de tentatives hâtives de nettoyage. À partir de ce moment, une dispute ordinaire se transforma en une nuit de terreur. Les heures passèrent lentement. Les voisins entendirent des cris, entendirent de la musique qui s'allumait et s'éteignait, mais chacun trouva sa propre explication. Quelqu'un pensa que la jeune fille faisait une fête, quelqu'un d'autre que c'était une dispute de couple. Derrière le mur se passait quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait reconnaître. Marco dit plus tard qu'il avait proposé d'arrêter plusieurs fois, mais Lena insistait. Elle doit l'admettre. La dispute devint humiliation. Elisa essaya de les persuader, les supplia de partir. Mais cela ne fit qu'attiser le feu. Pour Lena, tout était devenu une question de principe, une occasion de prouver sa supériorité une fois pour toutes. La nuit s'étira. Dehors, les rues se vidèrent, la ville s'endormit, et dans l'appartement, le temps semblait s'être arrêté. Chaque heure devenait plus lourde. Le vin qu'ils avaient apporté ne les rendit que plus impitoyables. À un moment, selon Marco, il voulut franchir la porte, mais Lena l'arrêta. Elle comprenait. Si Elisa restait vivante, la vérité viendrait au jour. Vers le matin vint la décision. Les forces d'Elisa étaient épuisées. Elle se défendait à peine, mais suppliait qu'on la laisse en paix. À ce moment, Marco saisit une lourde statuette de la table. Un coup, un second, et le silence régna. Vers 3 heures du matin, tout était silencieux. Le cauchemar nocturne, qui avait duré de nombreuses heures, se termina par un silence soudain. Lena et Marco restèrent dans le silence de l'appartement, qui ressemblait maintenant à un champ de bataille. Ils agirent automatiquement, essuyèrent les traces, ramassèrent quelques affaires, comme s'ils voulaient créer l'apparence d'un cambriolage. Le plus important, ils emportèrent ladite statuette. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent sur un pont au-dessus de l'Escaut et la jetèrent dans la rivière, espérant que l'eau cacherait tout.
Cette statuette disparut effectivement de la vue pendant près d'1 mois. Mais quand Marco avoua sous pression et en parla, les plongeurs la remontèrent du fond. À la surface s'étaient conservées des traces qui reliaient à jamais le crime à l'appartement d'Elisa. Pour les enquêteurs, cette reconstitution fut la réponse à la question principale. Ce qui au début semblait impossible, comment on pouvait crier pendant 6 heures sans obtenir d'aide, s'avéra être une terrible vérité. Beaucoup entendirent les cris, mais personne n'osa intervenir. Maintenant, la police avait toute la chaîne. Motif, chronologie, preuves et aveux. L'affaire entra dans sa phase finale, le procès, qui devait conclure l'histoire d'envie, de trahison et d'indifférence, qui s'avéra non moins meurtrière que la brutalité elle-même. Quand l'affaire arriva devant le tribunal, régnait dans la salle une tension qu'on pouvait presque toucher. La famille d'Elisa s'assit au premier rang, les voisins vinrent par sens du devoir, les journalistes tenaient leur stylo prêt, au banc des accusés, Lena et Marco. Il semblait que tout était déjà clair, mais la défense tenta une dernière fois de changer le cours des événements. L'avocat de Lena construisit sa ligne de défense sur le fait que la jeune fille aurait été sous la forte influence de son petit ami. Il affirmait: Marco avait été irascible, avait eu un passé criminel. Il avait été le premier à perdre le contrôle. Et Lena n'avait été que entraînée et n'avait pu arrêter ce qui se passait. Dans le discours de l'avocat tombèrent des mots comme « personnalité faible » et que Lena ne se rendait pas compte de l'ampleur de ce qui se passait. Tout cela devait semer le doute chez les jurés. Mais le ministère public répondit avec des faits. Sur la table arrivèrent des photos des preuves, les croquis d'Elisa trouvés chez Lena, les chaussures avec la tache de sang, les enregistrements de caméras où leurs visages n'apparurent jamais, la déclaration de la voisine qui les vit sortir de l'entrée la nuit, et surtout les aveux de Marco, où il désigna directement Lena comme initiatrice du conflit. Toutes ces preuves se joignirent en une image qu'on ne pouvait détruire avec des mots. Trop de coïncidences, trop de preuves, trop de traces qui ne menaient qu'aux deux. Quand vint le moment du verdict, la salle se leva. Le juge parla calmement, mais chaque mot sonna comme un coup. Lena Klaas et Marco Pieters sont reconnus coupables de meurtre prémédité sous circonstances aggravantes. La peine. Prison à vie pour tous les deux. Pour la famille d'Elisa, ce fut une fin longtemps attendue, mais amère. Personne ne se réjouit. Le verdict ne pouvait ramener leur fille. Mais la justice avait triomphé, et ceux qui lui avaient ôté la vie ne seraient plus jamais en liberté. Pour tout le quartier, cela devint une leçon et un avertissement. Même l'indifférence a des conséquences. Car si cette nuit-là, ne serait-ce qu'un seul appel était parvenu à la police, l'issue aurait pu être différente. Et devant eux ne restait que le dernier point de cette histoire. La conclusion morale que la société belge tira pour elle-même quand elle discuta de cette affaire longtemps après le verdict. La sentence entra en vigueur. Pour la famille, ce fut une fin amère qui n'abolit pas le vide. Mais en dehors du tribunal, l'affaire continua de vivre, car la question principale resta sans réponse. Comment des cris de plusieurs heures purent-ils rester sans réaction dans une maison pleine de gens? Ce sujet provoqua des débats houleux. Les journaux écrivirent non seulement sur les criminels, mais aussi sur les voisins silencieux d'Anvers. La société débattait et cherchait des explications, mais il n'y eut pas de conséquences légales pour les résidents. Mais pour les parents d'Elisa et ses amis, de telles explications sonnaient comme une justification, car le fait restait fait. Personne n'avait passé cet appel qui aurait pu tout changer. Il n'y eut pas de conséquences légales pour les voisins. Pas une seule personne dans la maison ne fut punie pour son inaction. Tout ce qui resta fut une ombre morale qui s'installa à jamais sur cette adresse. Les gens déménagèrent, essayèrent d'oublier, mais le souvenir de cette nuit revenait toujours avec la question: que vaut une vie quand nous passons à côté de la douleur d'autrui? Ainsi, l'histoire d'Elisa Van Doorn devint non seulement un précédent judiciaire, mais aussi un miroir de la société.